Bienvenue dans Yes We Care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti. Bonjour Cynthia. Bonjour Faustine. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans Yes We Care. Je suis ravie de t'avoir. On se connaît pas hyper bien, mais quand même un peu parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Donc, oui, je t'ai dévoilé une petite partie de moi. Exactement, c'est vrai. Donc déjà un peu. C'est pour ça que je t'ai invitée aussi. On en parlera après, mais voilà. Donc je suis ravie parce que pour moi, t'incarnes un leadership assez hors du commun entre guillemets. J'ai vu à quel point tes équipes t'adoraient. Dès que je parle à quelqu'un de métro, voilà, ils sont fans de toi. Enfin, je pense que t'incarnais bien en tout cas ce que j'appelle le management par le care. Et voilà, j'avais très envie qu'on découvre ton parcours. T'es aussi une étoile montante chez Métro. Et je trouve que c'est aussi très intéressant de découvrir ton parcours. Donc, est-ce que tu peux justement, s'il te plaît, te présenter, nous raconter comment t'es arrivé à la direction DCO, donc offre et marketing. C'est quoi ton parcours, d'où tu viens, tout ça. Ok. Écoute, j'ai terminé mon école de commerce en apprentissage chez IBM. Donc je suis arrivée dans le monde informatique pour me rendre compte que c'était pas forcément ma tasse de thé. Mais j'ai démarré dans le contrôle de gestion parce que je me suis dit tiens, c'est intéressant d'aller explorer une matière que j'aime pas, la finance. T'as commencé par un truc que t'aimais voilà. pas. Ça, mais en fait, je me suis dit, il faut que je découvre parce que c'est quand même l'alphabet des entreprises, les chiffres, et puis avoir une vision 360 sur le fonctionnement d'une activité au travers des flux financiers. À mon avis, ça va être décoiffant. Donc j'ai démarré direct hors de ma zone de confort. Et puis ensuite, bon, le IBM avait proposé un poste pour. Puis c'est pas mon univers. Et j'ai basculé dans la restauration rapide. Donc je suis restée 4 ans en contrôle de gestion. Okay. Et ensuite j'ai intégré Métro en tant que contrôleur de gestion au service des halles, des opérations, des ventes. Et alors comment, parce que là aujourd'hui on te voit à la tête de la direction, membre du COMEX, j'ai vu que tu étais aussi à l'administration, enfin tu étais au conseil d'administration. Non, c'est peut-être les titres. C'est le titre, anglais, okay, voilà, en gros t'es au COMEX, ouais, quoi. Voilà, je suis au COMEX. Et effectivement, en fait, quand je suis arrivée chez Métro, c'était un love match. Je me rappellerai toujours de la première réunion régionale des ventes où on fait une pause à 7h45 avec pâté, huîtres. Je me suis dit, oulala, là ils savent me parler dans cette boîte. On mange toute la journée, c'est trop bien. Et surtout, j'avais à cœur d'être au service de mes collègues. Donc vraiment d'être constamment à les aider à mieux piloter leur activité, aussi être beaucoup dans la transparence parce que la finance c'est un peu une black box, on sait pas trop ce qu'il y a derrière, etc. Donc j'ai vraiment ouvert la finance pour la rendre accessible à tous. Et ça, ça a interpellé les dirigeants de l'époque en se disant tiens, tu dis ça en fait, c'est parce que t'es allé voir les gens, t'es allé un peu en dehors de ce qu'on t'a demandé de faire enfin tu t'intéressais. Oui, voilà. Puis déjà je m'intéressais, ils me disaient voilà, bon nous on en a marre de voir du bleu, du vert. Ouais, plutôt que d'envoyer un vieux fichier voilà, en disant remplis-le, bisous, toi tu vas rencontrer les gens, t'essaies de comprendre. Qu'est-ce que tu veux, comment je dois préparer la réunion pour que ça soit vraiment impactant au service de l'action toujours. Donc voilà, j'ai pu me démarquer un peu par rapport à ça et surtout dans mon expérience précédente, j'étais dans les restaurants. Dans des restaurants, je connaissais finalement le client final. J'étais derrière, j'essayais de les coacher sur leur situation financière, donc j'ai amené ça avec moi. Et ça, j'ai essayé d'impacter en dehors de la pure finance pour les accompagner sur les projets. Je me mêlais un peu de tout. Voilà, j'osais me mêler un peu de tout.
Et du coup, voilà, ça a interpellé les dirigeants de l'époque. Ils se sont dit, tiens, c'est intéressant, elle a une démarche qui détonne. Et puis voilà, on m'a confié rapidement des fonctions managériales. Et alors là, je me suis dit, en fait, peu importe le domaine, la finance, c'est juste un prétexte pour exercer ma passion qui est le leadership. Du coup, j'ai eu des fonctions où à Weber, je me suis dit, oh là là, ça va me donner des boutons. Responsable du contrôle gestion corporate. Et au final, j'ai pris du plaisir dans cette fonction parce que je me suis dit, voilà, comment on peut impacter différemment dans ce service? Qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Et comment je peux les développer? Et comment on peut rayonner alors qu'on est une fonction de l'ombre? Et puis voilà, petit à petit, je suis montée dans la hiérarchie, directrice du contrôle de gestion, directrice financière et informatique. J'aurais jamais cru arriver à ce poste-là un jour. Limite, je l'ai jamais demandé parce qu'en fait, à chaque fois, j'étais là, bon, voilà, la prochaine fois, je bascule côté front, côté business, quoi, parce que la finance, c'était juste un passage à la base dans ma tête. Mais c'est marrant parce qu'en fait, quand t'en parles, c'est que des choses qui étaient très naturelles, en fait, Ouais. chez toi. Avec derrière, enfin, à chaque fois qu'on se parle, ça revient, c'est cette passion du produit quand même, hein, Oui. de la nourriture. Et en fait, derrière la nourriture, t'as tellement de valeurs, en fait, hein, de partage, de générosité, de curiosité. Et c'est rigolo, je trouve, quand tu nous racontes ton approche, en fait, dans le travail, c'est ça, quoi. T'as essayé de comprendre ce que faisaient les autres, tu les as onboardés, enfin, tu les as intégrés dans ta réflexion. Et parce que je me disais, mais c'est marrant, t'arrives avec pas du tout une passion du chiffre, mais en fait, tu viens du chiffre et en fait, toi, tu te prends un poste de management et tu te dis, c'est génial, quoi. C'est quand même pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, on entend plus les gens qui disent, hors de question, je veux plus manager. Et toi, ça a été un déclic, quoi. Oui, et puis même, tu vois, la finance, finalement, je me suis dit, mais comment je vais faire pour trouver du plaisir, de la passion dans des domaines hyper techniques comme l'informatique ou la comptabilité. Je me suis dit vraiment ça, c'est, je me suis dit voilà comment kiffer en fait quelque part. En fait, c'est les gens. Et voilà déjà les gens, donc m'intéresser aux gens. À chaque fois que j'ai pris un poste, j'ai rencontré tout le monde individuellement ou par petits groupes. Déjà m'intéresser finalement à la marketplace de talents que j'avais. Et je me suis dit comment matcher. À chaque fois, ce qui m'anime, c'est comment je vais matcher les objectifs qu'on me donne, les challenges qu'on me donne professionnellement parlant, quoi. Les dirigeants, ils vont me donner un challenge. Comment je vais faire matcher l'atteinte de ce challenge avec ce que veulent les gens pour que ce soit win-win, quoi. Qu'on soit que d'un côté il y a un épanouissement et moi j'aime bien les challenges, j'aime bien la performance parce que finalement j'ai quand même pu rester des années à la finance parce que je monitorais la performance et c'est quelque chose qui me plaît. Et voilà. Et donc ce match, ça a toujours été quelque chose qui m'a excité, quoi, de me dire voilà comment je fais pour Donc j'ai embarqué mes équipes dans des démarches de développement personnel. Je me souviens, on avait des rendez-vous du management, on parlait que de management avec les responsables comptables, responsables informatiques et les responsables du contrôle de gestion. Et on se faisait des séances un peu limite secte sur comment on améliore voilà, nos pratiques managériales au service de la performance. C'est trop marrant, c'est exactement... parce que j'ai parlé avec ton assistante aussi, Sophie, qu'on embrasse, qui me racontait ça en disant, alors avec Cynthia, en fait, ça va être perché parfois, où on va... En fait, elle nous nourrit de trucs complètement nouveaux, incongrus, enfin qui peuvent paraître en tout cas un peu incongrus. Et c'est ça qui est hyper stimulant. Et moi, il y avait deux choses. La première chose, c'est que je suis assez fascinée de la façon dont tout paraît assez simple, dont tu t'arrives en fait à rationaliser des trucs hyper complexes et à les attaquer en fait. Tu nous racontes ton parcours comme si c'était un petit long fleuve tranquille, tu vois. Alors que je pense qu'il y a dû avoir beaucoup de pression, beaucoup de challenges, etc. Mais tu vas, hop, tu nous les mets dans des cases et ah bah tiens, faut l'attaquer comme ça, on y va. Et donc je trouve qu'il y a une sorte de, je sais pas, t'es hyper peaceful, quoi. C'est hyper apaisé et du coup ça fait certainement peut-être le lien aussi avec ton attrait pour les nouvelles méthodes de management aussi, mais de connaissance de soi.
enfin, je sais pas, d'où ça vient, tout ça aussi. Bah, c'est plutôt personnel à la base. C'est, bon, voilà, à 15 ans, mes parents se séparent, j'ai une maman qui va pas bien, et je me suis dit, bon, comment je vais l'aider à sortir de cette période un peu down. Et donc, je vais à la Fnac, je prends plein de bouquins. Mais tu vois, c'est ça, problème-solution. Voilà. Non, moi, c'est action-réaction. Ouais. Voilà. Donc, problème-solution. Et je tombe sur des bouquins de développement personnel, de coaching, de confiance en soi, etc. Je me dis, c'est génial, ce truc-là. Et donc, je suis tombée dedans à 15 ans. Et j'ai essayé d'utiliser ça sur ma mère. D'accord. Et donc, je me rappelle, bon voilà, j'ai mis plein de plans d'action, etc. En plus, puis finalement, en plus, mes parents se sont réconciliés. Donc, super, happy end. On va te faire venir pour tous nos soucis, tu sais, genre. Bon, non, mais en tout cas, j'ai mis le pied là-dedans. Et puis, j'ai aussi des origines asiatiques. Donc, il y a quand même une partie de ma famille qui est une philosophie une philosophie un peu bouddhiste, etc. Donc, j'ai commencé à graviter autour de tout ça. Et puis c'était très nourrissant. Donc voilà, je lisais, puis en fait à chaque fois sur ma table de chevet, j'avais 3-4 bouquins sur le dev perso. Et à la fin de mon école de commerce, on nous a fait des séances de coaching. C'était la première fois que j'expérimentais ça. Et la coach me dit non mais t'as tout compris, t'as pas besoin de voilà, tu lis un bouquin et après ça va te régler toute ta vie. Et donc elle me conseille de lire La vulnérabilité, clé des relations. Aux éditions Souffle d'Or, que je conseille. C'est marrant parce que c'est vraiment pas un truc qu'on qualifierait chez toi de la vulnérabilité, en fait, quand on te voit comme ça. Donc, parce que tu me vois à 42 ans. Ouais. Là, j'ai découvert ça à 20 ans. Moi, je vois une lionne, en fait. Hein. Et j'étais un petit tigre avant. D'accord. Et donc, du coup, je lis ce bouquin. Et là, je me dis, putain, mais c'est énorme, il y a tout là-dedans. Comment accueillir la vulnérabilité des autres, comment gérer sa propre vulnérabilité, ses peurs, etc. Pour naviguer dans un monde qui est pas toujours facile. Et là, c'est vrai que ça a été quelque chose qui ça, c'était à quel moment? Non, avant de prendre tes responsabilités. Enfin, c'était au début de ta carrière. C'était à la fin de l'école. Tes études, ok. Voilà. Et donc là, tu te dis la vulnérabilité, donc c'est accepter, voilà, m'accepter comme je suis, pareil pour les autres, et donc bon une fois qu'on sait ça, c'est plus facile dans la vie. Et puis après, j'ai pris conscience assez rapidement que si je voulais un jour manager des personnes, fallait d'abord que j'apprenne à manager moi-même, et surtout l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Moi, j'ai eu des parents qui ont eu des boulots plutôt alimentaires. Ils rentraient le soir en me parlant des patrons qui les avaient traités comme de la merde. Et je me disais, putain, mais c'est horrible cet environnement-là. Et donc, petite fille que j'étais, un jour, si moi je suis patronne, je traiterais pas les gens comme ça. Okay. Mais on en a parlé un peu ce midi, justement. Je te demandais, est-ce que tu as eu un rôle modèle? Moi, je me t'ai dit, peut-être que, je sais pas, sa mère, c'était une cadre. Et donc, on se dit, moi aussi, plus tard, je deviendrai une cadre dirigeante incroyable. Mais pas du tout, en fait. C'est pas du tout ton milieu. Et en fait, faut se dire quand même qu'il y a quand même des sacrés codes dans les grosses boîtes. Oui. On m'a souvent pris pour l'assistante quand j'étais... Voilà, raconte-nous un peu, justement. C'est vrai que le directeur général qui m'a promu DAF, c'est un homme génial, mais c'est vrai qu'il est vraiment très classique dans le milieu des dirigeants, quoi. Voilà, on le voit, on se dit tout de suite, c'est un dirigeant. Moi, j'arrivais, sa petite DAF en jean basket avec un sweat hyper coloré, donc voilà, on pouvait me prendre pour son assistante régulièrement, effectivement. Et t'as réussi à naviguer là-dedans? Parce que c'est vrai que je me dis quand même... Alors, moi j'ai adoré... Quand j'ai été chez Métro, là, chez vous, j'étais quand même hyper frappée par la gentillesse des gens. Non, mais c'est-à-dire que nous, on était assises avec Béatrice dans le hall, les gens s'arrêtaient pour nous dire bonjour, quoi. Et ils nous souriaient. Un jour, il pleuvait, tu vois. Je me dis, franchement, c'est quand même assez rare. Mais bon, ça reste quand même un milieu hyper masculin. Ouais, la distrib, c'est un milieu plutôt masculin. Après, on est dans le B2B, dans la restauration, donc le secteur dans lequel on navigue, il y a beaucoup de passionnés.
Et donc c'est masculin et en même temps c'est voilà, il y a aussi de la passion, de l'amour du produit et donc de l'amour de la relation avec les clients. Et donc ça, je pense que c'est pas étanche. Donc le secteur dans lequel on est nous a aussi nourri là-dedans. Et, et voilà, et on fait en sorte quand on est, enfin l'équipe dirigeante fait en sorte de recruter des gens qui ont vraiment la bonne approche dans la relation, qui sont vraiment pour la coopération, qui voilà, on fait en sorte que la proximité entre les équipes soit là. Et donc on a vraiment cette force de la relation qui nous anime au plus haut niveau et qu'on veut voir chez nos collaborateurs. Okay. Donc voilà, ouais, c'est une ambiance plutôt sympathique. Ah bah, moi j'ai trouvé. D'ailleurs, pour expliquer donc comment on se connaît, donc en fait, t'as été la première à nous faire confiance donc sur l'entreprise que j'ai avec Béatrice Rousset, donc qui s'appelle Solaire. Et donc nous, on aide les individus, les équipes et les entreprises à comprendre ce qui les rend uniques et à le cultiver pour devenir irrésistible, faire face aux imprévus et mieux travailler ensemble, on va dire. Et donc on a accompagné ton équipe. C'était une expérience fabuleuse. Alors tout ça, c'est aussi autour de la méthode qu'a créée Béatrice, de la méthode modèle mental. Donc c'est des schémas de pensée qui façonnent notre façon de penser et de prendre des décisions au quotidien. Donc c'est absolument crucial en fait pour se comprendre et comprendre les autres. Et donc dans cette expérience avec ton équipe, ce qui est incroyable, c'est que ce qui est ressorti de votre singularité, c'est que vous êtes des experts ouverts. Je sais pas si tu te rappelles de ce que tu viens de nous raconter sur quand t'es arrivé chez Métro et qu'en fait t'as passé ta vie à aller rencontrer des gens, leur parler, comprendre leur métier. Donc en fait ça transpire de toi en fait. C'est les experts ouverts, c'est drôle quand même. Et donc bref, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ton équipe fabuleuse quoi. Et et moi j'aime beaucoup la mission qu'on a de réussir à faire travailler ensemble des gens exceptionnels tout seuls, mais qui deviennent aussi rayonnants, on va dire très bons ensemble quoi. Et moi ma question c'était aussi comment t'as fait, c'est quoi tes conseils, tu vois, de recrutement, de rétention sur des talents pareils aussi, et comment tu t'as réussi à bien les faire travailler ensemble. Voilà, que tu nous parles un peu de ton management en fait. Au démarrage, déjà, j'ai fait des choix dans cette équipe. L'équipe que vous avez vue, c'était pas l'équipe avec laquelle j'ai forcément démarré à ce poste-là déjà. Donc faire des choix sur ce qu'on veut impulser dans une direction. Donc déjà, ça nécessite de se poser. Qu'est-ce qu'on veut apporter en tant que leader à la direction qu'on manage? Donc je me suis pas mal posée, toujours en écoutant les équipes. Donc j'avais fait des petits groupes de connaissances. Voilà, on se faisait connaissance tous les matins pendant 3 mois. Je les voyais 5 par 5, ils se présentaient et tout. Donc déjà, voilà, 3 mois où je suis toute seule dans ma bulle et j'essaie de voir ce que je veux impulser, avec qui je veux travailler. Donc quand tu dis 5 par 5, en fait, t'avais déjà choisi ton équipe ou... En fait, j'étais en réflexion sur la composition de l'équipe. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui je vais prendre dans cette équipe dirigeante pour impulser ce que j'ai envie d'impulser et ce dont a besoin cette équipe. Parce qu'en fait, dans toute équipe, il y a des choses qui fonctionnent bien. Donc on a un héritage positif, une partie qui s'est très bien passée, puis un héritage plus négatif. Et donc, et les équipes, elles ont des attentes aussi. Parce qu'en fait, on peut soit se positionner en dirigeant qui dirige top-down ou aussi en étant un leader au service du talent des équipes. Donc du coup, j'ai récolté tout ça, hop, et je me suis dit, voilà, maintenant, après, j'arrive à savoir avec qui je veux travailler et sur quoi je veux travailler et sur quel périmètre je les mets, etc. Donc souvent, je démarre sur une configuration qui évolue au fil du temps. En pensant déjà un peu le collectif, quoi. Ouais. En pensant à qu'est-ce qu'on doit apporter à cette direction. Qu'est-ce qu'on doit apporter à cette direction ? Quel challenge business on a ? Quel challenge en termes de process ? Quel challenge culturel ? Et quel challenge de leadership ? Donc à chaque fois, je me dis, j'ai mon petit carré magique. D'accord. Et qu'est-ce que je dois tacler au sein de ces 4 carrés magiques ?
Et donc, je construis une équipe et la première année, je me concentre vraiment sur l'équipe dirigeante. Travail individuel, travail collectif, des routines, voilà. Et puis je les observe beaucoup sur leur impact. Est-ce que c'est vraiment l'impact que je veux? Est-ce que je dois leur apporter des réglages, des choses comme ça? Parce que forcément, le leadership, ça évolue d'année en année. Aujourd'hui, je suis pas du tout la même leader que j'étais il y a 20 ans, ou il y a 10 ans. Donc du coup, tout ça se travaille. C'est une compétence aussi qui se travaille. C'est pas que du naturel. Et donc, on travaille cette matière au même titre qu'on doit travailler nos plans d'action. T'as une posture un peu de coach en fait avec eux ou c'est Oui, un petit peu. Je leur donne des réglages, mais j'ai aussi mes limites. C'est-à-dire que quand je sens que j'ai mes limites sur ce que je peux apporter à mon collaborateur ou à ma collaboratrice, bah là, je vais faire appel à un coach. Ok. Et j'ai l'impression que tu utilises aussi beaucoup, parce qu'on disait en fait, ce côté aspirationnel aussi, de les nourrir en fait. Tu leur fais faire plein de trucs, quoi. Ouais, je leur offre des bouquins, on va faire des journées un petit peu disruptives. Moi, j'aime bien les méthodes créatives pour un petit peu mettre de la folie dans l'univers plutôt froid et processé du monde d'entreprise. Donc voilà. Et tu nous as parlé, tu vois, de vulnérabilité, toi, parce que, tu te montres vulnérable avec eux aussi? Oui, ils connaissent. De toute façon, ils me supportent au quotidien, donc ils voient bien mes failles. J'ai pas besoin de. Si c'est des failles, mais en tout cas, oui, je me livre beaucoup. Ils connaissent ma vie, tout ça. Bon, voilà, parce que en fait, on passe 5 jours sur 7 ensemble. On a des gros challenges de performance à relever ensemble. Et parfois, s'il y a des jours où on peut pas se donner à 100%, il faut que tout le monde soit au clair. Il y a des jours où on a des sujets personnels qui font qu'on peut pas se donner à 100%. Et du coup, c'est là où l'équipe est là pour supporter. J'ai eu un drame l'année dernière familial. Ça a été assez transparent pour l'ensemble de la direction, mais mon équipe, franchement, bloc quoi. À bloc. Et franchement, je suis émue d'en parler parce que c'est une équipe extraordinaire qui m'a soutenue, vraiment. Est-ce que tu peux nous rappeler, est-ce que tu accepterais de partager ton petit point? Donc le petit point, pour ceux qui savent pas, c'est donc cette unicité, donc ce qui rend Cynthia unique. J'ai parlé juste avant de l'unicité de l'équipe. Donc, vous êtes des experts au vert. Ça transpire dans la façon dont l'équipe travaille ensemble et travaille avec les autres. Est-ce que tu peux nous raconter ton petit point à toi? Ouais. Parce que ça va faire un déclic, je pense aussi, avec ce que tu nous as raconté. Ouais. Donc je suis une fonceuse généreuse. Donc voilà. Et c'est très drôle parce que j'ai ma mère qui me disait quand j'étais plus jeune, t'es pas Mère Teresa, quoi. T'es tout le temps là à donner tout. T'es tout le temps occupée pour tout le monde. Voilà. Donc c'était déjà c'était un modèle familial. Je pense que j'ai aussi dans notre famille, j'ai une grand-mère qui a eu beaucoup d'influence sur moi, qui était hyper généreuse, et je pense que j'ai pris ça d'elle. En plus, physiquement, je ressens beaucoup. Mm-hmm. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a pas surpris. Et fonceuse, mais c'était évident en fait. Des fois, je fonce un peu trop. Donc c'est bien, dans l'équipe, j'ai des consciencieux. Je peux m'appuyer sur les consciencieux, les exigeants, les solides. donc voilà. Et comme on en a parlé ce midi, j'ai l'impression que le côté fonceur, c'était ton grand-père? Ouais, très certainement. De toute façon, en tout cas, j'ai eu des rôles modèles sur ces modes de fonctionnement, et c'était très certainement mes grands-parents là-dessus. Je trouve, en tout cas, moi, j'adore en fait ce travail qu'on fait avec Solar, parce que tu comprends effectivement mieux tout de suite les gens en fait, mais sans essayer parce que moi je supporte pas les disques, les machins où on essaye de te mettre dans des cases. Une case. Oui, c'est en disant non mais toi t'es rouge, t'es machin, voilà. Donc je vais pas te parler comme ça. Un milliard d'humains dans 4 cases, voilà. C'est vrai que ça fait assez. J'ai l'impression que ça rassure beaucoup certains RH, mais moi vraiment ça me met hors de moi. En tout cas, ce qui était fabuleux dans cette expérience avec ton équipe,
c'est qu'on a été un peu plus loin et on a réussi à faire ce qu'on avait appelé un peu la galerie des bocaux, où chacun allait devant tout le monde dire, en gros, voilà ce que je supporte pas chez toi, quoi. Et chacun s'est dit un peu, alors dit comme ça a l'air violent, mais justement, ce qui était génial, c'est qu'ils ont compris, et en le faisant aussi, qu'en fait, ils détestaient ce qu'ils étaient au fond, et que c'était pas l'autre le problème, qu'en fait, c'était, ah bah tiens, ça touche ma paroi, ça touche quelque chose, en fait, chez moi, et donc, c'est moi qui dois me questionner plutôt que de me dire, mais qu'est-ce qu'il est relou, lui, tu vois. Et c'est un exercice qu'on fait pas avec tout le monde tout de suite, parce que il faut une certaine solidité dans le groupe, un vrai lien de confiance. Et voilà, c'était vraiment dingue de voir en fait à quel point vous étiez tous, mais tu viens de le dire, hyper complémentaires sur vos singularités, vos forces, etc. Et en même temps, à quel point ça a permis d'avancer sur certains sujets et de mieux travailler ensemble, du coup, parce qu'il y a plus de tolérance en fait après. On avait fait un premier travail avec Béatrice il y a 2 ans. Et c'était le mot-clé complémentaire. Alors, toute équipe va dire, ouais, on est complémentaires. Mais en fait, nous, on a nommé cette complémentarité et on l'a cartographiée. Et ça a été un travail fondamental. Et je pense qu'on a atteint ce niveau de confiance entre nous par rapport au travail qu'on a pu faire. Parce qu'on a des individus très différents. Vraiment uniques, mais vraiment uniques dans la constellation. Voilà. Et parfois, c'est difficile de travailler dans la diversité. On est tellement différents que il y a des journées, c'est complexe. Et d'avoir travaillé et d'avoir vu que c'était vraiment, d'avoir pu utiliser ça comme une force, ça a été vraiment un déclencheur pour des bases solides et aller en profondeur sur le programme solaire. Parce que franchement, c'est vrai que il faut une certaine confiance pour pouvoir retirer un maximum de ce programme. Et il vit encore d'ailleurs, parce que voilà, je vais pas tout dévoiler, mais on a dans le bureau, on se réunit pour nos réunions de service. On a quelques images qui nous renvoient aux exercices qu'on a pu faire, à nos limites. Ça va, j'ai bien fait mon travail. Et voilà. Et voilà, parfois j'ai mes équipes quand je vrille. J'ai Jean-Noël qui va me regarder, qui va faire hop, regarde l'image là, boss. Tu pars en vrille. C'est exactement voilà, ce qu'on rêvait de faire. Donc voilà. c'est génial. Et du pouvoir coup, se dire ça, tu voilà. vois. Mais voilà, il faut de la discipline, hein, parce que souvent les programmes, tu les fais, tu dis c'est une journée cohésion d'équipe et on passe à autre chose. Non, moi pourquoi je vous ai choisi, parce que déjà le premier séminaire que j'ai fait avec Béatrice, il y avait un avant, un après. Donc j'ai vu les résultats de ces méthodes. Et puis avec là le programme solaire, je me suis dit là ça va être, on va pouvoir exprimer notre plein potentiel. Et on se discipline sur la continuité de ce programme. Bah écoute, merci, mais effectivement c'est un truc à deux, quoi. Ouais, non mais c'est sûr. On a besoin de toi, et ça revient en fait au fait que on te remercie tout le temps, tu vois, d'avoir été la première à nous faire confiance, parce que bon, quand t'as une dirigeante, après c'est plus facile, et puis en fait t'as un cas d'usage aussi, oui, donc c'est sûr. C'est plus simple pour en parler après. Pour tout ça, pour faire le lien avec un peu ton engagement en fait, un peu dans le leadership féminin, si on peut appeler ça comme ça, d'où ça vient aussi, parce que moi j'en connais beaucoup qui en parlent, alors tu vois, ouais. mais on sait ce qu'on se disait que Béatrice, en fait les meufs, aidez-nous, quoi. Vous voyez, arrêtez d'essayer de nous donner des conseils, des machins. Faites-nous bosser. On est brillantes, on va s'amuser ensemble, quoi. Donc toi, tu l'as fait avec nous, donc merci pour ça. Mais voilà, d'où ça sort et comment tu le développes aussi, parce que je sais que t'es hyper engagée dans d'autres réseaux. Ouais, j'ai le réseau Lead Network notamment. Mais du coup, je pense que ça vient de la générosité. C'est que je me dis, tiens, il y a un challenge, il y a une cause, c'est des moteurs, et je me dis, faut que je contribue, faut que j'apporte quelque chose. Donc. Oui, mais est-ce que tu as trouvé qu'il y avait vraiment une difficulté à être une femme, tu vois, chez Métro par exemple, ou dans une. Alors, le métro d'aujourd'hui n'est pas le métro d'hier. C'est sûr, des remarques sexistes il y a 10 ans, c'était quand même monnaie courante. Là aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le respect. On a fait tout un travail avec le DRH sur
l'inclusion, la diversité, etc. Effectivement, chez Métro, vous avez des affiches partout. Ouais. C'est impressionnant. Donc voilà, il y a ce respect qui a été et ce respect de la diversité, et puis les objectifs qu'on s'était fixés en tant que Comex, d'aller voilà, travailler le sujet. Oui, donc il y a 10 ans, c'était compliqué. Plus compliqué que aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, on met en place des programmes pour justement promouvoir les femmes. Il y a femmes leaders, latin, etc. Et donc voilà, t'es pour la discrimination positive Alors là, c'est pas de la discrimination positive. La compétence l'emporte toujours. Mais c'est vraiment donner les clés et les moyens aux femmes de se préparer au monde du réel, en fait. Oui, mais toi, t'en as pas eu besoin. J'ai eu des super soutiens. Voilà, j'ai Pascal Pelletier, le directeur général, qui m'a soutenu dans mes différentes nominations. J'ai eu Benoît Fetti qui m'a nommé CFO parce que j'avais été avec lui sur tout au long d'une partie de son parcours, et je lui ai montré l'impact que je pouvais avoir et la compétence. Et lui, il s'en foutait de... Comme il disait, tu te serais appelé Cynthio, je t'aurais nommé quand même. Donc voilà, des programmes qui permettent d'avoir des sponsors un peu, enfin des mentors, des sponsors, et puis de mettre un premier frein, enfin de faire lever un premier frein, c'est celui qu'on se met nous-mêmes en tant que femme. J'ai pas confiance en moi, je suis pas assez bien, j'ai pas coché toutes les cases. Donc ça, c'est une réalité aussi. C'est une réalité. Mais pardon, mais toi, t'as pas eu ça? Non, moi j'ai pas eu ça. Mais peut-être parce que je suis tombée dans le développement personnel à 16 ans, que je travaillais sur moi dès le départ. Mais tout le monde n'a pas ça. Et puis après, j'ai été poussée, conditionnée à la réussite dans ma famille. Donc tout le monde a un environnement familial, vient d'un milieu voilà, social différent. Donc on est tous différents. Donc ce qu'on essaye avec ces programmes-là, c'est de faire comprendre à tout le monde que c'est possible. Et donc, il y a quand même du coaching et puis de la montée en compétence, prise de confiance pour oser postuler, pour oser demander, etc. etc. Donc, il y a ça. Donc, on travaille au titre individuel. Ensuite, on travaille à titre d'entreprise. Donc, collectivement, on regarde les indicateurs. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on recrute plus de femmes, etc. Donc, oui. Donc, on joue au titre individuel, collectif en entreprise, et après on fait partie du réseau Lead Network pour s'allier entre entreprises, pour que ça bouge, et organiser tout un tas d'événements, en place de mentoring. Donc Lead Network, c'est donc un réseau de femmes. C'est un réseau c'est un réseau d'entreprises. D'accord. Qui vise à promouvoir le nombre de femmes au poste de direction. D'accord. Interentreprise. Interentreprise. Okay. Ouais. Et ça joue à plusieurs niveaux. Pour moi, en tout cas, ce sujet-là, c'est pas qu'un sujet d'entreprise, c'est un sujet individuel, c'est un sujet sociétal aussi. Il y a de nombreuses barrières sur ce sujet-là, et ça vient toucher plein d'autres sujets. La gestion de la parentalité, la gestion de... Enfin voilà, et donc c'est pas si simple que ça de craquer ce sujet-là. C'est pas parce que j'ai décrété que j'allais mettre plus de femmes à un. Et c'est pour ça que la discrimination positive... Des fois, je suis partagée, en fait. Je suis partagée, ouais, je me dis... pareil, en fait. Je me dis, il y a le modèle des États-Unis, donc, qui était too much aussi. Qui était too much. Et donc, il y a besoin de mettre le sujet comme une priorité. Donc ça, c'est sûr. Pour moi, c'est de la discrimination de priorité. Après, voilà, on doit booster les potentiels des hommes et des femmes, des côtés féminins, des côtés masculins, j'ai envie de dire, pour faire en sorte que les leaders de demain embrassent tout ça. Je le vois plutôt comme ça, parce que de toute façon, si on prend le sujet comme un combat, en face, enfin, voilà, l'approche combat, moi j'aime pas. Parce qu'en face, ça veut dire résistance, ça veut dire dureté, je préfère qu'on utilise tout ce qui est, toute la constellation de ce sujet-là pour faire bouger tout en même temps, parce qu'en fait tout est interdépendant.
Et justement, c'est quoi ta vision aujourd'hui sur les talents actuels? Tu vois, c'est quoi leur requête c'est quoi ce qui change avec ta Le génération? rapport au temps. Le rapport au temps, je trouve. Insta, Accelerate, tout ça, voilà, les fast track programmes. Donc ils ont besoin de rythme. Et pas forcément dans une association verticale, mais des parcours, voilà, ça peut être changement de mission tous les 18 mois. J'ai fait le tour au bout de 2 ans, c'est bon, je veux changer. Donc voilà, on doit s'adapter sur un nouveau rythme. Hein, Et en plus, c'est voilà, ça doit être challengeant, nourrissant, exposant. Donc les attentes des nouvelles générations, c'est vraiment ça. Et puis on a fait là récemment la fresque de l'alimentation, tous les sujets autour de notre engagement qui doit pas être bullshit sur la baisse de l'empreinte carbone, l'engagement environnemental, sociétal, etc. Là aussi, on doit montrer notre engagement avec des actions concrètes, parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, l'ambiance au boulot. C'est marrant parce que justement, je te disais aussi, j'ai écouté une de tes interviews, et c'est drôle, t'as vu la même façon de faire qu'avec ta maman, entre guillemets, ce que tu dis. Alors oui, j'ai entendu parler de la enfin voilà, c'est qualité de vie au travail, tout le monde en parlait tout le temps. Bon bah du coup, j'ai acheté tous les bouquins, et puis j'ai étudié le sujet, et donc là, j'ai mis en place ça, puis en fait, je me suis dit, bah non, le plus important, ça reste aussi mon siège, est-ce qu'il est bien, on fait la teuf, et voilà quoi. Donc t'as eu le même système action-réaction, tu vois. Ouais. Non mais c'est vrai qu'à un moment, il y a eu la mode des happiness officers, je me suis dit, et puis en fait, je me suis dit, putain, mais en fait, ça nous écarte de l'essentiel. Et c'est toujours en fait, tout n'est pas si simple. Et donc, c'est tout l'écosystème, en fait. Ta journée de travail, tu dois être bien assis sur un bureau sympa, tu dois avoir ta lumière, etc. Si t'as pas ça, t'as beau travailler sur la périphérie, voilà, ton quotidien, il est on va chiant, pas te mentir, ça reste, le management en premier, hein, c'est... Ouais, c'est clair. Il y avait une étude d'Harvard Business Review qui disait 75% des collaborateurs ne quittent pas une entreprise, ils quittent un manager. Absolument. Donc forcément, donc il y a tout ça. Mais voilà, il faut mettre de l'intensité en fonction de l'importance des sujets, mais il faut tous les travailler. Voilà. Et je me posais la question, alors pardon si c'est un peu brusque, mais t'es une fonceuse, hein, on le sent, tu vois. Est-ce que moi j'ai pas eu le sentiment que t'avais, enfin au début tu pourrais te dire elle va s'entourer que de gens surex. Tu vois, on a une armée de bulldozers, ils vont tout défoncer. Est-ce que tu tolères aussi qu'il y ait certaines personnes qui soient pas aussi engagées que toi? Alors, je tolère pas qu'ils soient pas aussi engagés que moi. Ça, par contre, l'engagement, il doit être là. Par contre, je tolère les personnes qui n'ont pas le même rythme que moi. Et du coup, moi, je sais que je fonce. Et donc, souvent, mon patron actuel me dit « Oula, calme-toi », ou avant de sortir tes idées, tu laisses tout le monde parler, etc., etc. Donc ça, il m'avait dit ça il y a quelques années déjà. Donc du coup, je tolère que on puisse aller à un rythme différent de ce que j'avais tendu au départ. On a fait une séance de feedback 360. Donc ça m'a fait rire parce que il y a un des interlocuteurs qui disait votre équipe, j'ai l'image d'une tortue majestueuse. Vous êtes beau, mais vous êtes lent. Et donc, c'est pas du tout... moi, je vais très vite. Mais j'ai appris qu'il y avait certaines choses qui devaient, pour être mises en place de façon durable, prendre du temps de préparation. Et pas foncer pour faire et défaire. Mais c'est parce que vous êtes des experts aussi. Non, mais du coup, je fais confiance aux experts, en fait. Ouais. Parce que moi, je suis arrivée quand même dans une direction où je suis pas du tout experte. Je pourrais peut-être dire que je suis experte du leadership. Et je me suis alliée à des experts produits, des experts pricing, des experts marketing. Mais je suis pas experte. J'arrive dans une direction où ils connaissent mieux leur métier que moi. Mais j'ai été dans des box de négo, j'ai été face à des gens et je me suis dit, tiens, en fait, ça fait 20 ans qui gèrent la négo de la même façon, c'est les mêmes rapports depuis 20 ans, donc ils sont tous les deux dans leur bocal. Alors j'appelais pas ça un bocal à l'époque, mais j'avais vu que
Enfin, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est tout le temps le même schéma. Et comme je faisais pas partie de ce schéma, ben, je suis arrivée avec une troisième voie, on va dire, et puis j'ai pu débloquer certaines situations. Donc je me suis dit, ah bah tiens, j'ai quand même mon truc à apporter. C'est la fameuse ouverture. Voilà, mais c'est vrai que c'est une expérience géniale en tout cas, d'arriver dans un domaine, d'arriver à la tête d'une direction, t'as zéro expertise. C'est drôle, juste avant, ça recoupe avec ce qu'on se disait sur la peur, quoi. Toi, t'as pas peur? Si, j'ai peur. J'ai peur, bien sûr, j'ai peur. Mais par contre, je prends plaisir à combattre ma peur. La peur, elle est là. Quand j'ai été nommée CFO, j'avais 35 ans, je crois, un truc comme ça, plus grosse BU du groupe. Je remplaçais deux hommes seniors qui avaient une grosse expérience, parcours de dingue et tout. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai perdu 3 kilos, j'ai perdu tous mes cheveux. Je me suis dit, mais comment je vais faire et tout. Mais je suis pas à ma place. Ah non, j'ai flippé. Puis après, j'ai foncé. J'ai flippé, après je fonce. D'accord. J'ai peur, mais j'y vais. Voilà, j'ai peur, mais j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais parce qu'en fait, je pense que ce qui est important aussi, c'est que j'ai une famille solide. Donc en fait, j'y vais, et puis si je me plante, bah, de toute façon, j'ai quand même des gens qui m'aiment. Et donc voilà, je fonce, et puis j'ai pas de... Je me suis dit, voilà, demain, je dois plus être membre de Comex et je dois revoir, je sais pas, si j'échoue, bah écoute, je prendrai du plaisir ailleurs, et voilà, j'aurai toujours mon cercle familial autour de moi, c'est ça qui est le plus important. C'est important de le rappeler, effectivement. Je me posais la question, enfin, c'est un peu des questions classiques, mais est-ce que tu as un échec en particulier qui t'a appris beaucoup de choses que tu pourrais nous partager ou... C'est un grand mot, échec. Ouais, hein, ouais, mais, ouais. Ouais, j'ai eu un échec, si on peut appeler ça comme ça, en fait, une bonne leçon. Je devais expliquer devant 300 personnes de différents pays un plan d'action que j'avais mené. Et en fait, je me suis littéralement décomposée. Je suis arrivée, déjà c'était en anglais, donc je me suis dit, bon, moi avec mon accent français, laisse tomber, je vais être en face de plein de gens qui ont fait les écoles de finance à Londres et autres, ils vont me prendre pour une... Puis ensuite, j'ai voulu tout expliquer, dans les moindres détails, et puis en fait, j'ai perdu tout le monde, c'était chiant. Donc en fait, j'ai complètement, je me suis décomposée, j'ai même tremblé devant tout le monde et tout, enfin, mais vraiment une grosse merde. Et ça m'a marqué, parce que je me suis dit, en fait, je me suis auto-sabotée. Ouais, je vois. Voilà, donc l'échec, en fait, je me suis dit, mais c'est complètement de ma faute. Je me suis auto-sabotée, et là, je me suis dit, bah, plus jamais. Et donc, t'as fait quoi après Ben, en fait, j'ai fait un retour d'expérience. Je me suis posée, j'ai dit, pourquoi j'ai échoué? Tac, 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 tac. Et ça doit plus se reproduire. Ouais, je vois. Vraiment la fonceuse. Ouais, Voilà. Donc, pareil, toujours action-réaction. Bon, ok, l'échec, j'ai ruminé pendant un petit moment, et après, je me suis dit, non, attends, ruminer, c'est encore pire. Voilà, je suis passée par toutes les phases. Et voilà. Ok. Hyper intéressant. Et un vrai succès, enfin, je sais pas, quelque chose qui t'a marqué, duquel tu es très fier, même une expérience, une réalisation. Ouais, j'ai une super fierté, c'est la dernière là, c'est les conventions fournisseurs qu'on a fait avec mon équipe. On s'est lancé le défi, pareil, toujours un challenge, voilà, hop. On n'avait jamais organisé une énorme convention. On a 4500 fournisseurs. On s'est dit, voilà, il y avait des petites conventions, 150, 200 fournisseurs. On invitait, on leur présentait nos trajets, etc. Je dis, allez, là, on lance un nouveau plan stratégique. On doit aussi impliquer nos partenaires. Donc, ouvert, c'est parti. Et donc là, on a fait Palais des Congrès. Il y avait un peu plus de 1000 personnes. On était sur scène. Et puis, voilà, on a déroulé notre stratégie. Et franchement, c'était un super moment. Et donc, c'est ouf. En fait, vous avez présenté votre stratégie à tous vos fournisseurs. Ouais. Et puis, ce qu'on attendait d'eux et ce que nous, ce à quoi on s'engageait,
pour que nous choisissent, etc., quoi. Donc, C'est génial. Et qu'est-ce que vous avez senti après ça, enfin, dans la relation, enfin, qu'est-ce qui a été bah, en fait, on a eu beaucoup de feedback positif. Ouais. On nous a dit, waouh, c'est super. Et puis, il y a des fournisseurs qui me disent, on louperait votre convention pour rien au monde. C'est vraiment un super moment. Et, et voilà. Donc, J'imagine on a que surtout ça eu aide des vachement dans feedbacks. la relation d'après. Enfin, t'as un problème. Enfin, du coup, les relations sont plus Ouais. compréhensives, plus Mm. fortes, plus long terme, plus. Ah ouais. Non, et puis ouais, c'est cette ouverture où finalement on a un objectif commun de supporter un secteur. Donc comment on s'allie pour voilà que ça nous porte mutuellement, on va dire. Ok. Donc ouais, c'était un super moment. De voir aussi mes équipes sur scène, parler de leur Ouais, c'est sujet, de hyper leur valorisant. expertise. Mm. Ouais, Voilà, ouais, c'était merveilleux. trop chouette. Mm. Et est-ce que tu aurais aussi le pire conseil de management, de leadership qu'on ait pu te donner? Le pire, surveille les horaires. On t'a dit ça. Tu fais une tournée le matin, ceux qui sont pas là avant 9h, ils sont pas engagés, et puis ceux qui sont pas là après 19h, ils sont pas engagés. Ouais. Oh, mon Dieu, mais bon, c'était il y a 10 ans. Mais ça, c'est... Ouais, c'est catastrophique. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, la base de tout dans la relation, c'est la confiance. Donc, surtout quand on manage. Présentéisme, bon, Ouais, c'est c'est clair. old school quoi aussi. Ah ouais. Et à l'inverse, du coup, le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? Il y en a un qui me revient souvent, c'est mes oncles qui me disaient ne subis pas. Alors, je dis mes oncles parce que c'est mon oncle et son mari. Très important dans ma vie en tant qu'influence, etc. Et ils m'ont dit ne subis pas, ne jamais subir. C'est un truc. C'est un truc Voilà. de fonceur. Hein. C'est un truc de fonceur, ouais, c'est un truc de fonceur. Et puis aussi laisse pas une situation t'impacter négativement. Hmm. Ose dire que ça te plaît pas, voilà. Ose t'affirmer, voilà. Il y a pas mal de personnes qui ont mis en moi tout ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans leur vie en disant voilà, c'est. Oui, mais tu sais, Voilà. tout le monde reçoit plein de trucs comme ça et les assimile pas forcément. Ouais, hein. voilà, C'est, peut-être. Mais ouais, ne pas subir, c'est pas voilà, toujours évident, mais en tout cas, ça c'est un bon conseil qu'on m'a donné très tôt, Ok. très très tôt. Super. Et si tu avais tu vois, ta philosophie managériale pouvait être illustrée dans une citation ou une phrase, un mot pour qu'on placarderait, tu sais, derrière ton bureau, Ah oui. qu'est-ce qui serait écrit dessus Oh là là, tu m'as pas préparé à cette Ouais, question là-dessus, là. j'avoue, je suis pas sympa. Ça peut être un mot, alors. Un mot. Ou alors, après, si parce que t'as déjà donné un bouquin qui était important pour toi, donc tu vois, Ouais. c'était pour ça, mais j'aurais pu te demander avant. J'allais dire la kiffance. Bah écoute, c'est pas mal aussi. Bah ouais, parce que bon, c'est pareil, c'est une alliance de plein de choses. Faut aimer ce qu'on fait, faut aimer être avec les gens avec qui on travaille, faut se trouver la bonne entreprise qui matche avec nos valeurs. C'est tout un tas de choses à voilà, interconnecter et puis c'est ça qu'on doit chercher tous, quoi. 5 jours sur 7, tous ensemble. Faut que ce soit un bon moment, quoi, l'expérience de travail. J'avoue que ça donne envie. Et alors, ma dernière question, c'est donc t'as compris l'idée, hein, moi, c'est de faire venir des leaders inspirants, donc qui font rimer humanité avec succès, quoi. Et qui, dans ton entourage, tu penses que je devrais inviter, qui pour toi est un rôle modèle à ce niveau-là, et quelles questions je devrais lui poser? Tout de suite comme ça, je me dis mon boss, Pascal Pelletier. Je veux bien l'inviter. Ouais, bah je vais lui en parler. Parce que du coup, pareil, une des particularités, enfin en tout cas qu'on partage, c'est que on est engagé dans l'entreprise pour un leadership, voilà, humain, mais aussi en dehors de ce, dans notre vie personnelle, on est engagé dans des associations, aussi pour apporter aux autres humains qui font pas partie de notre entreprise, quoi. Donc ouais, je pense que on a une approche complètement différente, on est complètement différents. Mais je me souviens d'un de mes collègues qui m'avait dit le
meilleurs leaders avec qui j'ai travaillé, c'est lui. Ok. Et quelle question tu penses que je devrais lui poser? Quelle question tu devrais lui poser? Sur le leadership? Ce qui te vient là? Il a une... Ouais. Ce serait intéressant, je sais pas quel est son modèle mental à lui, ou tu vois, son petit point, Ouais. à dire, mais en tout cas, il a une grande force, c'est comment il arrive à créer du lien avec tout son écosystème et faire avancer des causes avec un impact aussi important. Écoute, comme ça, j'ai ma question. mais je te demanderai de l'aide pour l'invitation, donc c'est parfait. Ouais, voilà. Bon, bah, merci infiniment, Cynthia, pour ton temps, pour d'avoir accepté. Non, parce qu'en fait, j'aime bien, je trouve que c'est intéressant de préciser quand même que donc tu viens de Nanterre, t'as pris un taxi pour... t'as quand même un comex de 20 minutes. Il y a des gens qui sont, tu vois, qui ont même pas ton niveau, qui sont impossibles à joindre, qui me donnent des rendez-vous dans 3 mois. Enfin, je pense que je t'ai dit ça il y a même pas 2 semaines. Hop, t'es là. Donc merci pour ta simplicité, ta générosité. Voilà, ça c'est la fonceuse qui est arrivée. Mais vraiment, ouais, c'était vraiment un bonheur d'échanger avec toi. T'es très inspirante, donc merci. Et bah à très bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.